On débute. Ben, merci d'être présent à cette conférence de la série Innovation. Je me présente Félix Bussière. Je suis au pôle des entreprises d'économie sociale. Alors, on est l'organisateur de l'événement et de façon exceptionnelle, nous serons sur le panel aujourd'hui. Je vous explique un peu le déroulement, parce qu'on veut respecter l'horaire. On a prévu jusqu'à 1 heure. Donc, bientôt, je vais céder la parole à notre animateur, M. Audebrandt, et à son panel, qui va durer jusqu'à 12h45. Et c'est à ce moment-là, de 12h45 à 1 heure, qu'on aura le temps pour poser quelques questions pour compléter la discussion. Je prends un moment pour remercier notre présentateur, qui est la Caisse d'économie solidaire Desjardins, qui est notre présentateur pour toute la série Innovation au pôle. La Caisse, évidemment, c'est la Caisse des entreprises d'économie sociale, mais également des citoyens engagés. On ne le sait pas, mais tout citoyen peut être membre de la Caisse d'économie solidaire. On les remercie grandement. Alors, est-ce que Luc, tu es avec nous? On peut désactiver, réactiver plutôt son micro. Luc Audebrandt, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'administration et qui s'occupe d'une chaire également sur l'engagement social. Ça va bien, Luc? Ça va très bien, Félix. Merci beaucoup de m'avoir invité à animer ce panel. Excellent. Alors, aujourd'hui, un sujet fort intéressant, les nouveaux modes de gestion. Puis, pour montrer également que c'est accessible à tous, on a fait un panel avec une société par action, une coopérative et un OBNL pour montrer que des modes de gestion qui peuvent s'implanter dans toute forme juridique d'entreprise. Alors, je vais te laisser présenter le panel et le sujet d'aujourd'hui, mode de gestion, les entreprises libérées et opales. Je pense qu'on n'ira pas dans les détails de la différence entre tout ça, mais ça rentre dans un même mode de pensée, mode philosophique de gestion, n'est-ce pas? Oui, en effet. Donc, en fait, merci tout le monde d'être présent ici avec nous. Ce qui m'a intéressé, moi, à parler, à étudier les organisations libérées, opales, c'est qu'il y a deux enjeux qui sont vraiment importants pour moi quand on parle de monde du travail, quand on parle d'organisation. Le premier enjeu, c'est qu'il ne faut pas que l'organisation soit un lieu de souffrance. Il n'y a aucune raison que l'organisation soit un lieu de souffrance. Et donc, il faut s'assurer dans l'organisation de favoriser le bien-être de tous et chacun. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que l'organisation soit aussi un lieu d'émancipation. Donc, il n'y a aucune raison que l'organisation ne soit pas un lieu où les gens peuvent mieux se connaître, être davantage ce qu'ils peuvent être. Et il y a dans les entreprises libérées et opales, il y a cette idée, il y a cet intérêt-là. Évidemment, comme le disait Félix, il existe des différences entre libéré et opale. Et l'objectif aujourd'hui n'est pas c'est pas théorique. L'objectif n'est pas d'expliquer en détail la différence, mais notre objectif est de parler à trois personnes qui sont de trois organisations différentes qui ont essayé de mettre en place un processus. Parce que, évidemment, ce n'est pas comme une prise de courant on-off, allumé, éteint, l'opalité, la libération, si vous voulez, c'est un processus. Donc, et chaque organisation est à différents niveaux du processus. Mais je veux quand même dire trois petites choses, simplement parce que ça va être relié aux questions que je vais poser à mes panélistes. Donc, il y a trois éléments qui, pour moi, sont essentiels dans ces types d'organisations-là. Et c'est ce qu'on retrouve très clairement chez Laloux, dans son livre Reinventing Organization, mais qu'on retrouve un petit peu aussi chez Isaac Getz dans son livre sur les entreprises libérées. C'est qu'il y a trois grands critères. Puis on va organiser notre discussion autour de ces trois grands critères qui distinguent un peu les entreprises de ce type. Il y a le premier critère, c'est le critère de la plénitude, ce que les Français appellent le wholeness, qui consiste à inviter les membres de l'entreprise à ne pas montrer seulement un moi professionnel tronqué, mais à laisser tomber leur masque, à revendiquer leur intégrité et à venir au travail tels qu'ils sont. C'est ce type de plénitude. On vient au travail totalement, on n'est pas obligé de laisser des parties de nous lorsqu'on arrive au travail. Donc, la plénitude. Le deuxième élément,
c'est l'autogestion ou l'autogouvernance, comme le dit Lalou, qui invite à transformer les hiérarchies pyramidales et bureaucratiques en systèmes plus fluides, efficaces, qui est d'autorité distribuée, plus naturelle et d'intelligence collective. Donc ça, c'est le deuxième élément, je pense, qui est très important. Et le troisième élément, un peu plus complexe, mais aussi très important, c'est cette idée de raison d'être évolutive qui invite les membres de l'entreprise à écouter et à comprendre ce qu'elles sont appelées à devenir et qui implique qu'ils arrêtent d'essayer de prévoir et de maîtriser l'avenir. Donc, plénitude, autogouvernance, raison d'être évolutive, ce sont trois éléments qui, d'après moi, permettent d'aller vers des organisations qui ont moins de souffrance et qui ont plus d'émancipation. Pour discuter de ça, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnes, trois merveilleuses personnes que j'ai la chance de connaître un peu et qui vont venir nous parler de ça. J'ai d'abord Jessica Provencher, qui est de l'organisation Code Opal, justement. Il y a aussi Dominique Tremblay, qui est de l'organisation Produits et matériaux Bussière, qui va expliquer qu'il fait une transformation vers une type d'entreprise libérée. Et finalement, on a Alice Duval-Fleury, qui est du pôle national, du pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale, qui elle aussi, participe à ce mouvement. Donc, je suis vraiment content de vous accueillir. Vous pouvez dire bonjour. Salut. Bon, super, on vous entend. Donc, j'ai une série de questions. On va commencer par une première question que j'aimerais vous poser, c'est pouvez-vous rapidement vous présenter ainsi que votre organisation et pourquoi votre organisation a-t-elle décidé de se lancer dans l'aventure de l'entreprise Opal ou Libérée, hein, se lancer dans cette belle aventure? Et donc, on va commencer par Dominique. Tiens. Bonjour, je m'appelle Dominique Tremblay. Je travaille chez PMB, Produits métalliques Bussière. Puis, dans le fond, ça fait 8 ans que je travaille un peu dans ce groupe-là d'entreprises. Au départ, je suis rentré là plus quand il y avait un volet construction qui n'existe plus maintenant. J'ai étudié dans les domaines un peu diversifiés de théologie, éthique et dessin de bâtiment, ce qui va étrangement pas ensemble, mais ça va ensemble quand même. Je travaille chez Produits métalliques Bussière. Je suis coach organisationnel. C'est un titre parce que des fois, ça en prend un pour un peu expliquer à l'externe qu'est-ce qu'on fait, là, mais à l'interne, on ne s'en sert pas bien. Puis, dans le fond, PMB est une entreprise de sous-traitance qui transforme l'aluminium, l'acier en différents produits, là, que ce soit dans les transports, le mobilier urbain, des bornes de recharge électrique pour les autos, l'agroalimentaire, des lames de scie. On fait vraiment différents trucs. Fait qu'on fait découpe, pliage, soudure, usinage, peinture. Puis pourquoi on fait ça maintenant? Pourquoi on a changé le mode de gestion? C'est un désir de Steve Bussière, le propriétaire. Il y a un seul propriétaire, enfin, il y a un actionnaire unique qui présentement est dans un Winnebago quelque part dans la baie Georgienne, là, parce qu'il est parti pour 1 an. Fait que là, dans le fond, il nous laisse gérer l'entreprise, puis on se parle pas. Mais il nous fait confiance à ce point-là. Fait qu'il est parti. Puis dans le fond, c'est ça, Steve, au début quarantaine, se disait, il me semble qu'il y a d'autres choses dans la vie que la course au profit, puis au chiffre d'affaires, puis au nombre d'employés. Il était tanné de la game, de l'ego, puis des chambres de commerce qui se vantent la face. Fait que il s'est dit, on va faire d'autres choses. Puis fait que c'était un peu ça. Là. C'était le désir de. Il me semble que le monde du travail pourrait servir à autre chose que ça. Fait que c'était beaucoup ça. J'en parlerai plus après. Bien. Merci, Dominique. Ah, tu voudrais peut-être être dans le Winnebago aussi, toi, hein, des fois. Pas dans le même, donc, Jessica, veux-tu te présenter, s'il vous plaît? Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Oui, bon, alors bonjour, Jessica Provencher. Je suis effectivement membre chez Code Opal, coopérative de travail. Nous, on offre des services à Montréal et à Québec, mais avec ce qui se passe en ce moment, ça nous pousse et ça nous permet d'offrir des services un peu partout au Québec. En fait, on est une coop de travail, je le disais, qui rassemble des membres qui sont des coachs agiles, des Scrum Master, facilitateurs, facilitatrices. On est des consultants, en fait, ou des accompagnateurs pour des équipes, des organisations qui
sont dans des processus de changement ou qui vivent des processus collectifs, collaboratifs. Donc, on les accompagne dans leurs différents processus. Ça, c'est le service externe qu'on offre. Moi, je perçois Codopal aussi comme une organisation qui offre des services à l'interne, donc qui est pour ses membres, là, pour ses travailleurs, un espace de co-développement, d'apprentissage mutuel partagé. On est un laboratoire, en fait, pour les pratiques qu'on expose aussi ou qu'on partage avec nos clients ou les organisations partenaires. Ce qui fait qu'on est un lieu d'apprentissage à l'interne, professionnel et personnel. Et c'est ce qui fait de Codopal là, son propre laboratoire, en fait. Pourquoi on a choisi de se lancer dans cette voie-là? En fait, moi, je suis arrivée un peu après la fondation de Codopal, mais je pense que la raison pour laquelle je me suis jointe à cette organisation-là, c'est un peu celle qui motivait les membres fondateurs. C'est évidemment celle d'aligner mes idéaux avec mes fonctions. Je me disais que si je voulais accompagner des organisations vers plus, par exemple, de partage de pouvoir ou de transparence, même d'autonomie, mais il fallait aussi que je sois capable de les mettre en œuvre dans ma propre pratique, puis de conjuguer l'organisation OPAL et l'entreprise coopérative de travail. Pour moi, c'était un grand privilège d'aller plus loin dans la gouvernance partagée et d'associer la structure juridique même avec l'idéologie ou la pratique OPAL. Je m'arrêterai ici, moi aussi, pour l'instant. Oui, parce qu'on va va en parler. Il y a plein d'éléments très intéressants. Et donc, finalement, notre troisième personne, Alice Duval-Fleury. Bonjour, Alice. Bonjour, Luc, et bonjour à tout le monde. Oui, je suis conseillère en développement des affaires au pôle CN, donc au pôle des entreprises d'économie sociale. Plusieurs d'entre vous nous connaissent, mais c'est ça, on est le regroupement d'affaires des coopératives et des OBNL à volet marchand. On est nous-mêmes un OBNL. Juste un peu pour situer, là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on est une petite équipe de 4 personnes. Puis, on est au début de notre transition vers l'opalité. Puis, dans le fond, ce qui a motivé le pôle à embarquer dans cette démarche-là, c'est d'une part, en fait, ça vient de Félix, que vous avez vu précédemment, qui a lancé le Midi-conférence. Donc, c'était et je le cite, de séparer le pôle de lui-même, parce que Félix est là depuis 5 ans au pôle, puis c'était vraiment de construire quelque chose qui allait être une entité propre, un organisme vivant, comme Lalou l'appelle, pour que tous les travailleurs puissent sentir qu'ils apportent quelque chose, puis qu'ils contribuent, puis qu'on fasse vivre ensemble ça. Par la bande, c'est que ça augmente les chances de retenir le personnel, donc pour la rétention de personnel. Puis également, par notre rôle de regroupement d'affaires, on a voulu embarquer là-dedans pour peut-être devenir une inspiration pour nos membres, pour les encourager à faire de même dans leurs entreprises. Donc, voilà. Merci beaucoup. Déjà, c'est très bien. On a 3 entreprises assez différentes dans des secteurs différents. Donc, des personnes différentes aussi. Donc, j'adore ça. Je suis très content. On va rentrer dans le vif du sujet. Une des caractéristiques des entreprises OPAL libérées est la promotion de la plénitude. Pour moi, c'est une des caractéristiques fondamentales qui est essentielle dans ce monde. Comment se concrétise cette plénitude dans votre organisation? Je vais commencer par Jessica. Oui, merci. En fait, comment ça se concrétise, je l'ai nommé, on fait du développement, on accorde beaucoup d'importance au développement personnel de chacun de nos membres. Dans nos journées de réflexion, on se fait des jours Codopal de façon périodique. On accorde beaucoup de temps au développement de chaque individu. On fait des rétroactions. On est en développement des compétences, mais aussi dans le renforcement du groupe, puis dans le renforcement de chacune des personnes. On fait, je le disais, des ateliers de rétroaction, aussi des journées sur les accords de travail, par exemple, où on va exprimer en toute transparence aux autres comment on accorde la priorité à différents aspects de notre vie, puis où se situe Codopal, entre autres, dans cette liste-là.
pour voir où on en est, comment on arrive aussi dans l'organisation, c'est quoi l'ampleur de la contribution qu'on peut donner. Une des seules règles qui existent chez Codopal, c'est que chez nous, il n'y a pas de retard. Chaque personne arrive quand elle peut ou quand elle veut et elle est là au bon moment. Ce qui donne pour moi un bon effet, là, bon exemple de comment on accueille la personne dans son intégrité, dans sa totalité. Puis si, par exemple, quelqu'un a besoin de se retirer ou de vacances ou de prendre plus de temps, bien, les autres vont être là pour supporter ces besoins-là. On est beaucoup à l'écoute des élans, des besoins de tout le monde, que ce soit autant professionnel ou personnel. Puis aussi dans l'accueil des nouveaux membres, peut-être juste un dernier exemple que je pourrais donner, là, plus concret, c'est notre parcours d'accueil. En tant que coopérative, on a un moment où les membres sont membres auxiliaires, mais on n'a pas accès ce temps-là autour d'un nombre d'heures, par exemple, qu'il faudrait faire auprès de la coop ou d'un temps, par exemple, 1 an ou 2 ans avant d'être accueilli comme membre. Le parcours est assez autonome, c'est-à-dire que les personnes en prennent soin elles-mêmes, mais aussi c'est axé autour du développement personnel. Donc, il y a une formation en CNV, par exemple, en communication non violente, qui fait partie du parcours, certaines lectures, beaucoup de discussions aussi pour voir où en est la personne dans ses schèmes ou ses prises de conscience, comment elle partage les valeurs, les fondements même des entreprises opales ou libérées. Donc, il y a dans le parcours d'accueil et à la suite, là, dans l'intégration du membre, une grande importance qui est donnée sur le développement personnel et même l'évolution, par exemple, du stade de conscience de la personne. Donc, c'est certaines des façons là, qu'on a de prendre soin de la plénitude chez Codopal. Merci beaucoup. De très beaux exemples. Alice, est-ce que tu veux poursuivre? Oui, donc, c'est ça chez nous. Moi, en fait, à titre personnel, là, moi, je vois la plénitude comme le droit d'être authentique, de laisser tomber le masque que des fois on porte en contexte professionnel. Puis ça veut dire de se donner le droit d'être vulnérable. Puis pour en arriver là, pour afficher cette part de nous-là, ben, il faut qu'il y ait une confiance dans l'équipe. Donc, une des choses qu'on vise à faire à terme dans notre démarche, ce serait de faire des évaluations annuelles, 360, mais avec les collègues où tout le monde participe, puis ça prend plus la forme d'une discussion. Toutefois, avant de faire ça, ben, on s'est dit qu'on allait travailler vraiment sur le fondement de ça, qui est la confiance, la connaissance de ses collègues aussi, parce que une évaluation 360 peut amener une peur d'être jugé, justement, si on voit ça comme un procès ou quelque chose, crainte d'être confronté aussi. Et d'autre part, c'est que c'est difficile pour donner de la rétroaction à ses collègues si on voit juste la part d'eux qui est derrière le masque et qui est juste axée sur le travail. Là. Donc, nous, ce qu'on fait concrètement au pôle CN, on se donne des moments où on fait des activités pour en apprendre plus sur nos collègues. Donc ça, c'est une des choses qui, peu à peu, bâtissent la connaissance et la confiance. Puis, ben, comme Jessica l'a mentionné, nous aussi, on a participé à une formation là, de 2 jours sur la communication non violente. Je ne sais pas si l'auditoire est familier avec ça, mais c'est ça, je préfère le terme communication consciente, qui est une autre façon d'appeler ça, parce que c'est pas juste de la gestion de la colère pour les gens qui ont des problèmes, là. Mais on est vraiment dans prendre conscience de c'est quoi nos intentions quand on communique et comment que ça peut être perçu par les autres et vice-versa, comment les autres peuvent nous... C'est quoi les besoins et les intentions à la base d'une communication. Fait que ce qui fait que ça permet de désamorcer des situations problématiques entre collègues qui pourraient arriver. Donc, c'est ça, ça a su asseoir des bonnes bases. Puis également, un dernier exemple, ben, tantôt je parlais de, c'est ça, la vulnérabilité. On
on a des périodes de co-développement. Donc, sur des problèmes, on se sent assez à l'aise pour amener devant les autres, bon, hey, savez-vous quoi, j'ai un problème dans telle partie de mon travail. Donc, on s'assoit ensemble puis on en discute. Puis c'est ça, ben, c'est important d'avoir le safe space, si vous me permettez l'expression, là, pour pouvoir bien faire ces travaux-là de co-développement. Merci beaucoup, Alice. De très bons points. Le droit à l'erreur, à la vulnérabilité, l'importance de la confiance et la communication consciente. J'aime beaucoup, moi, dans mes cours, je parle un peu les 3 passoires de Socrate, qui est un peu cette idée-là, si vous irez voir, ceux qui sont intéressés, quand on veut communiquer de façon bienveillante, de penser à ces aspects-là. Dominique, s'il vous plaît, à ton tour. Oui. J'aimais ça tantôt quand tu parlais que le lieu de travail devrait vraiment pas être une place où il y a de la souffrance, parce que quand on pense à la souffrance dans le milieu du travail, on pense souvent à une shop, hein, à puncher, à venir faire ton temps quasiment. Là, dans le domaine manufacturier, c'est une réalité assez grande. Fait que dans le fond, pour la plénitude, nous autres, qu'on a beaucoup travaillé, c'est arrêter la game de pouvoir. Fait que dans un domaine manufacturier, il y a beaucoup ça. L'employeur qui essaie de squeezer le plus possible les employés pour aller chercher des bons prix puis aller faire une pause de cash. Et les employés qui se protègent de la même malveillance un peu patronale avec des syndicats ou des choses comme ça. Puis c'est extrêmement malsain. Hein? Dans le fond, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est ça. C'est d'arrêter la game de pouvoir, la game d'ego. On a enlevé les titres aussi. On a enlevé les mécanismes de contrôle pour donner un message fort que la motivation devait venir de l'intérieur. On a beaucoup communiqué pour que les gens voient qu'ils en font partie. Fait qu'il y a une grosse étape qui s'est faite dans le fait que je plie un morceau de métal, je fais une ambulance, je participe à une organisation qui va prendre soin de plus grand, puis que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui l'a intégré de la même manière encore, là. Des fois, les nouveaux y arrivent, puis là, il y a une petite adaptation culturelle. Là. Mais c'est vraiment ça. Fait que dans le fond, nous autres, on vise le développement humain, même si on fait des produits de métal, ça devient quasiment un contexte ou un prétexte, là, parce que dans le fond, le but est vraiment... oui, on veut faire de l'argent, puis on en fait pour vrai là, de manière phénoménale depuis 2 ans. Là. Mais c'est vraiment pour nous donner des moyens de prendre soin, d'améliorer les conditions de vie. Les salaires ont beaucoup augmenté, les vacances, tout ça. Puis ça, sans syndicat, juste parce que par bienveillance, pour prendre soin. Puis ça prend soin au final de 75 familles. Là. Fait que ça nous branche bien gros. Puis là, on commence déjà à penser à OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, toute cette marge-là qu'on s'est créée? Comment on aide la communauté autour de nous? Comment on fait plus grand que ça? Fait que on s'entend, là, la rétention est incroyable. Dans le fond, il n'y a pas de roulement là, de personnel chez PMB. Puis même avant la COVID, tout ça, on n'avait pas de problème non plus d'attractivité. On n'avait pas de pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça doit être parce que c'est le fun de vivre là, de travailler là. Les gens veulent préserver ça parce que justement, c'est un climat safe dans lequel ils peuvent se développer, faire des erreurs, apprendre. Prendre des initiatives sans se faire taper ses doigts. Non seulement ça, mais on l'encourage. Fait que c'est rare que quand on est un soudeur, qu'on a l'opportunité de calculer un retour sur investissement d'achat de matériel ou d'équipement, mais les autres, on les accompagne là-dedans pour que, dans le fond, ils se fassent de plus en plus confiance. Puis, dans le fond, ça permet aussi, c'est que les gestionnaires n'ont pas besoin d'être hyper vigilants parce qu'on est couvert par un groupe de gens qui souhaitent que ça aille bien pour les clients, pour leur entreprise, pour leurs collègues. Fait que ça fait qu'on ne devient plus... le leader ou le manager ne devient plus un goulot pour la croissance ou pour la bienveillance là, de ce qui devrait être fait. C'est bon, ça m'amène à ma deuxième question, Dominique. Qu'est-ce que tu dis? On parle souvent d'une des caractéristiques qui fait peur à certaines personnes, c'est cette idée d'autogestion ou d'autogouvernance. Ça peut faire peur à certaines personnes. Comment ça se concrétise chez vous? Peut-être je vois le temps qui passe vite, là, puis les yeux de Félix. Là. Chacun pourrait donner un exemple ou deux très brefs, mais qui montrent c'est quoi concrètement l'autogouvernance ou l'autogestion dans votre entreprise? Oui.
Bien, il y a deux trucs. Là. Dans le fond, la priorisation en étant sous-traitant puis en ayant des livrables là, changeants souvent. Comment on affronte ces défis-là qui doivent s'adapter à chaque jour. Il y a un kick-off usine avec un représentant de chaque département, puis c'est l'expédition qui tire sur les priorités. Puis les gens, ils s'aident à gérer le goulot, puis ils se prêtent de la main-d'œuvre entre départements. C'est pas un contremaître qui fait ça. Fait qu'au départ, ça a été chaotique, là, mais là, maintenant, c'est redoutablement efficace. Puis, une autre action forte, un geste très fort qui a été fait, c'est qu'on a enlevé le punch. Dans une usine, là, ça arrive souvent, je vais aller puncher, là, mais il n'y en a pas de punch chez PMB. Fait que là, dans le fond, les gens écrivent leurs heures à la fin de la semaine. Et puis, tout le monde dit, bien là, on va se faire voler, mais finalement, là, je vous le dis, là, non. Fait que c'est ça, c'est deux trucs assez forts, là. Merci, Dominique. Pour les gens qui nous viennent de France, là, nous, au Québec, on dit puncher, mais c'est rentrer la carte dans la perforeuse pour dire qu'on arrive, puis après ça, la remettre dans la perforeuse pour dire la pointeuse. Donc, la pointeuse. Donc, quand on dit on punch, il n'y a rien de plus, contraignant. Enlever ça, c'est quand même un geste très, très important. Merci, Dominique. Jessica? Oui. Bien, nous, rapidement, là, on a instauré différentes pratiques, encore une fois, mais en termes d'autogouvernance, là, Dominique le disait, chez nous non plus, il n'y a pas de titre, on n'a pas de conseil d'administration, on a une convention d'administrateurs là, dans le mode coopératif. Déjà, on a voulu aplanir tout ça. Il y a l'idée de prendre des décisions par consentement. En fait, il n'y a pas une personne qui décide, mais ce n'est pas non plus un consensus, c'est-à-dire que ça vient beaucoup de la sociocratie ou de la gouvernance sociocratique. Mais l'idée de plutôt aller chercher les objections des gens plutôt que leur approbation pour prendre des décisions de façon plus efficace et être assez agile. Je trouve que ça donne beaucoup d'autonomie. Ça fait que les gens ont beaucoup envie de faire des propositions, d'essayer des choses. Puis bon, là, je ne peux pas l'expliquer là, par manque de temps, mais le consentement fait que les réactions ou les objections des autres vont venir nourrir les propositions originales puis permettre d'avancer là, rapidement en termes d'action. Sinon, un truc qui est plus... qui ramène aussi à la plénitude, je pense qu'il nous fait prendre conscience de nos propres schèmes ou de nos propres croyances, c'est l'idée de la rémunération consciente. Donc, quand on fait des mandats collectifs chez Codopal, évidemment, là, on prend les revenus qui viennent avec ces mandats-là, on enlève les dépenses, mais on fait des exercices où chaque personne va concevoir pour lui-même ou pour elle-même, par exemple, le salaire minimum ou le revenu, la valeur, en fait, de la contribution que cette personne va avoir apportée dans un mandat. On partage ça en toute transparence, on met ça en commun, puis on additionne, en fait, les revenus ou les valeurs idéales accordées à chacune des personnes pour arriver à un montant qui serait non pas juste ou égal, ou même, ça remet en question notre conception de l'équité, même, parce que tout le monde n'a pas la même idée de ce que vaut son travail en tout cas, de la valeur de sa contribution. Mais ça nous amène à un processus très, très responsabilisant de notre... un processus responsabilisant de ce que j'apporte dans un mandat ou de ce que vaut ma contribution. Donc, c'est un exercice qui est parfois même émotif, au-delà d'être techniquement quand même rigoureux. Mais ça nous permet vraiment de remettre de se responsabiliser chacun sur ce qu'on veut ou ce qui nous est dû, en fait, par rapport à certains travaux qu'on fait. Quand on touche l'aspect monétaire, on peut pas aller beaucoup plus loin en matière d'autogouvernance. Là. Il y a quelque chose de très qui nous touche. Alice? Oui. C'est ça, au pôle, nous, l'autogouvernance ou l'autogestion, on est 4. Hein, fait que notre structure est très aplanie. On ressemble plus à un groupe de travailleurs autonomes, je dirais. Mais c'est ça, on n'est pas pour autant laissés à nous-mêmes parce que tantôt, Jessica le mentionnait, on ne va pas demander nécessairement l'approbation de nos collègues pour
pour prendre des actions, on va aller solliciter les avis. Donc, quand on a un doute, on peut se tourner vers nos collègues. Puis, ben, le fait d'être dans un mode d'autogestion, c'est une source de motivation intrinsèque très importante, je trouve, parce qu'on veut être digne de cette confiance-là qui nous est accordée. Fait que c'est ça, j'ai pas de misère à croire là, ce que Dominique dit là, quand on donne à l'employé le OK, tu punches plus, mais on te fait confiance, c'est ça, ça peut avoir un effet bénéfique. Puis, ben, nous, dans notre gestion quotidienne, mettons, ben, on se fait une rencontre d'équipe, en fait, hebdomadaire, où on construit ensemble l'ordre du jour. Fait juste en commençant la réunion, là, on peut décider d'apporter des points, puis il faut dire si c'est pour informer, consulter, co-créer ou décider. Fait que ça fait que tout le monde peut apporter son apport, puis tu sais, on n'a pas à subir un ordre du jour, mettons, qui serait désuet ou peu importe. Fait que ça permet une flexibilité. Puis, une dernière chose qu'on a essayé on a testé en fait récemment, c'était un processus d'embauche collectif. Fait où tous les employés sont invités à prendre part à l'embauche d'un nouveau collègue. Donc, par exemple, on a fait une porte ouverte dans un parc en temps de COVID là, pour en fait, inviter les gens qui voulaient appliquer à venir voir c'est qui les collègues, ça ressemble à quoi. Et ben nous, ça nous permet de voir aussi qui pourrait être notre collègue potentiel. Donc, ça crée un moment d'échange où les candidats ne sont pas en mode entrevue, puis tantôt on parlait de masque, là, on essaie de faire tomber le masque. Donc, c'est ça. Puis tous les employés sont sollicités pour l'embauche. Voilà. Merci beaucoup. On commence à avoir de très beaux exemples assez concrets. C'est ce que je voulais. Je vous remercie. Rapidement, la troisième caractéristique, c'est la notion de raison d'être évolutive. C'est souvent un peu plus abstrait, mais je pense que chez vous, c'est très concret. Je vois Alice Kindal. Vas-y, Alice, comment ça se représente chez vous? Je sais que c'est plus compliqué, celle-là. La raison d'être évolutive. J'abondais dans le sens de, oui, c'est la plus compliquée. Nous, c'est comme je disais, on est au début, fait que ça serait vraiment la prochaine étape. Parce que contrairement aux deux autres dimensions dont on a déjà parlé, cette dimension-là, dans le cas du pôle ICN, ça demande l'implication du conseil d'administration. Parce que, en fait, l'objectif, ce serait de revoir la façon de faire la planification stratégique. Donc, ça demande plus de monde, il faut qu'ils embarquent dans le bateau. Donc, c'est de passer d'une planification stratégique qui est plus sur le mode planifier et contrôler à écouter et ressentir. Fait que le fait d'avoir une structure opale, une entreprise opale où tout le monde se sent à l'aise d'amener ses commentaires, tous les employés peuvent échanger, bien, ça fait circuler l'information plus facilement. Puis, ça permet, les employés deviennent des yeux et des oreilles sur le terrain. Fait que pour avoir une entreprise qui s'adapte au changement et tout, bien, ça donne un bon coup de pouce d'avoir le input de tous les employés. Bien, merci Alice, tu as bien défini ça pour toi, c'est très bien. Jessica, qu'est-ce que tu peux rajouter sur cette troisième caractéristique? Bien, un peu dans le même sens, nous aussi, on est au début, c'est-à-dire que la raison d'être, elle est évolutive, mais elle n'a pas nécessairement évolué jusqu'à maintenant. Reste qu'on travaille beaucoup en écoute de l'environnement interne et externe. Nous, on redéfinit nos orientations plusieurs fois dans l'année, ce qui fait qu'on fait des rencontres d'orientation, là, si je peux dire, qui nous amènent à porter notre attention sur différents aspects selon les besoins soit des membres ou de l'environnement externe par rapport à Codopal. Entre autres, là, je donne un exemple. En janvier, il y avait un membre qui prévoyait quitter, c'est-à-dire qu'il prévoyait déménager à l'extérieur du pays. Donc, il fallait mettre un peu à l'automne, on a mis un peu d'attention plus sur le partage de l'administration, comment on prend en charge les fonctions ou les rôles de Laurent, par exemple. Et là, avec la COVID, tout ça, c'est envolé. Notre focus a dû changer, notre attention aussi par rapport aux clients, aux partenaires, aux organisations avec lesquelles on aurait pu travailler. Ça a été chamboulé. Donc, on a mis plus d'accent sur justement faire une planification planification stratégique, mais plus évolutive ça va être quoi nos prochains services,
C'est quoi la motivation des membres aussi en ce moment, sur quoi on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut développer. Donc, on est plus à l'écoute des besoins par rapport à notre attention, c'est-à-dire des besoins externes ou internes sur qu'est-ce qu'on va faire dans les 3 ou les 4 prochains mois, mais on n'a pas fait évoluer la raison d'être encore comme telle. Oui. Et là, je termine cette question-là avec Dominique. Dans une entreprise manufacturière avec de l'aluminium, comment on peut avoir quelque chose qui ressemble à une raison d'être évolutive? Bien, c'est à 2 niveaux, je pense. C'est au niveau comment les gens le vivent, cette entreprise-là, comment ils se développent, comment ils ont accès à même changer de carrière à l'intérieur de cette entreprise-là. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement personnalisé. On est beaucoup à l'écoute des talents, des intérêts, vu que les gens ils participent, même on partage même nos états financiers avec tout le monde. Fait que tout le monde connaît un peu la santé financière de l'entreprise. Puis c'est un peu notre bulletin. Là, les gens, ils s'impliquent. Là. Moi, je pourrais peut-être m'impliquer un peu plus là-dedans. Puis là, on voit des talents qui ont hors de je suis un plieur ou je suis un individu qui amène différentes choses. Puis lui, il s'intéresse plus aux finances de l'entreprise, puis lui à l'informatique, puis lui à. Fait qu'on a fait des équipes pour gérer l'entreprise qui d'habitude sont faites par des spécialistes, mais maintenant, c'est par des intérêts que les gens ils participent à ces équipes-là de développement humain, le bâtiment, l'informatique, les finances et compagnie. Les gens peuvent participer à ça. Puis par rapport au service client, on est beaucoup dans un mode de discerner puis ensuite agir plutôt que de planifier puis contrôler. Fait que on est beaucoup, on se rend compte que le client a beaucoup ce besoin-là. Même notre plus gros client, on a organisé un autobus pour aller visiter le client pour comprendre sa réalité. Puis là, les gars, ils ont commencé je dis les gars, excusez, mais il y a très peu de femmes chez PMB, là, mais ils ont commencé à se dire, ben ils sont coincés de tout ça, on pourrait le faire une palette de même. Puis là, en tout cas, ces choses-là évoluent tout le temps selon ce qu'on pourrait faire. Puis comme les différents talents sont mis à profit. Ça fait que c'est toujours changeant, c'est fatigant là, parce que c'est constamment en train d'évoluer dans l'entreprise. On fait ça comme ça à cette heure. On part une shot de peinture, puis là, parce qu'avant, on ne le faisait pas. On ne sait pas comment ça marche, mais on va trouver. Puis, moi, je suis plieur depuis 30 ans, je pourrais peut-être devenir peintre. Ben, oui, donc, sinon, on va te perdre de toute façon cette année. Fait que c'est fatigant, là, mais c'est très, très grisant aussi. Là. Fait que, on est beaucoup là-dedans. On écoute les clients, qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leurs contraintes, qu'est-ce qui se passe. Puis, y a-tu les talents à l'interne ou à l'externe pour venir accompagner ça? Puis ça fit-tu là, dans où on s'en va? Puis ça empêche-tu aussi d'être qui on est? Là? Fait que c'est là-dedans. Merci, Dominique. Là, j'ai reçu un texto de Félix qui me dit « Faut que tu conclues, Luc, faut que tu conclues. » Mais je veux quand même vous poser la question. On parle beaucoup de l'interne. On a commencé à aborder l'externe avec Dominique dans la réponse à la question, mais comment ça impacte vos relations avec votre clientèle, avec vos autres parties prenantes, en quelques mots? Vous, qu'est-ce que ça a fait, Dominique? C'est qu'on a fait un peu là, du jardinage, là, dans le sens de c'est qui que ça lui tente vraiment d'être partenaire avec nous dans cette aventure-là. Qui est à l'aise avec le fait que nous autres aussi, ce serait le fun qu'on fasse du profit, puis qu'eux autres en fassent aussi. Nos clients, maintenant, ils savent comment on fait des sous avec leurs morceaux. Il faut qu'ils soient à l'aise avec ça, dans le sens où il faut que ça fonctionne. Mais en même temps, nous autres, ça nous a permis de développer une niche vraiment de services extrêmement rapides et personnalisés, d'accompagnement. Parce que dans le fond, c'est compliqué quand je vais là-bas parce qu'ils ne veulent pas trop mes morceaux. Là, nous autres, OK, on va les aider à structurer ça. Des fois, on devient une extension vraiment là, Fait que, ce que ça fait aussi, c'est que le département qualité parle avec le département qualité. Dessin parle avec dessin, expédition parle avec réception. Fait que là, les liens sont faits, sont intégrés. Dans le fond, c'est pas chargé de projet avec acheteur qui se parle, mais c'est tous les niveaux de l'entreprise qui se parlent entre eux pour faciliter ça, puis qu'il n'y ait pas de jeu du téléphone ou d'insatisfaction. Ben là, c'est pas de ma faute, c'est les plieurs. Non, mais ça n'a pas rapport. Là. Les plieurs, des fois, ils parlent avec le département qualité. Pourquoi on n'est pas capable de faire ton morceau? C'est à cause de telle affaire, là, ça craque à telle place. On pourrait peut-être changer la conception. À la place que changer de projet, qu'on prend peut-être bien, peut-être pas bien la problématique, puis essaie de masquer quelque chose, mais ça fait que la transparence est là à tous les niveaux. OK. Merci beaucoup. Je vois un peu comment ça fonctionne avec les clients. Alice et Jessica, vous, qu'est-ce que ça a comme impact pour l'instant avec vos partenaires, les clients, les partenaires externes?
Nous, au pôle, c'est ça, encore là, un regroupement d'affaires. On est beaucoup en concertation, collaboration. On travaille conjointement là, avec plusieurs intervenants, plusieurs acteurs externes sur pratiquement tous les projets. C'est ça, le fait d'accorder une autonomie aux employés, ça permet une rapidité d'exécution augmentée parce que Félix, le DG, n'a pas nécessairement à être impliqué, siéger sur tous les comités où un employé siège aussi. Donc, on peut prendre des décisions, engager l'organisation plus rapidement. La flexibilité, la rapidité. Merci. Et Jessica? Mais nous aussi, un peu comme Dominique le mentionnait, on le vit dans le choix des organisations avec lesquelles on travaille. En fait, on évalue surtout la capacité d'impact que nous, on va avoir chez cette organisation-là, mais aussi quel impact peut avoir le mandat pour notre raison d'être, par exemple, ou sur comment ça va contribuer à faire grandir Codopal. Ce qui fait qu'on est vraiment dans une optique de partenariat. Chez nous, on dit aussi qu'il n'y a pas d'autres. C'est-à-dire que les collaborateurs potentiels, les entreprises qui font appel à nos services, ça devient des partenaires. Puis on accorde beaucoup d'importance dans notre démarche d'accompagnement en 5 étapes là, à la partie exploratoire, comprendre vraiment les besoins, s'assurer qu'on vise juste ou qu'on est au bon endroit avec les bonnes personnes là, pour répondre aux besoins du client ou du partenaire. Puis ensuite, à la fin, pour certaines organisations, on fait aussi parfois des pratiques de tarification ou de facturation consciente, un peu comme la rémunération que je nommais tout à l'heure. Codopal va évaluer ce que vaut sa contribution dans le service qu'il a offert à l'organisation, c'est quoi la valeur ajoutée de son travail. Puis on va offrir à l'organisation de décider entre temps et temps, par exemple, un montant qu'elle va payer pour le service qu'elle a reçu. Donc, c'est encore une fois, dans la transparence, dans le partage, on s'assure qu'il y a un apprentissage mutuel aussi dans les accompagnements qu'on fait. Pour l'idée, c'est d'avoir des relations, et j'imagine, à long terme avec les partenaires, parce que quand on s'investit comme ça, on crée des relations, on est davantage intriqués ensemble. Oui, ou à long terme, ou ne serait-ce que très significative. Même si c'est très ponctuel, reste que chacune des parties va recevoir va pouvoir mesurer l'impact de ce travail-là pour elle. Ouais. Mais donc, la relation est pleine, la notion de plénitude est aussi présente non seulement à l'intérieur, mais elle se veut présente aussi avec les partenaires organisationnels et individuels avec qui on fait affaire. Merci beaucoup tout le monde, c'est super pour l'instant. Félix, j'ai vu passer des questions. Oui. Est-ce que peux-tu envoyer des questions à tout le monde? Oui. Bien, effectivement, merci tout le monde. C'est super intéressant. Je ne veux pas être celui qui veut arrêter les discussions, mais écoutez, dans le fil de conversation, beaucoup de commentaires, les gens se répondent. C'est très enrichissant, très intéressant. Luc, je pense qu'il y a une question qu'on peut répondre rapidement, des questions bien concrètes, que cette philosophie-là, cette façon de faire, peut se faire dans sous forme d'autres organisations. On parle entre autres dans le public et peu importe la grandeur de l'organisation aussi. Si tu peux confirmer. Oui, je confirme. Il y a ceux qui sont intéressés, je l'ai mis dans le clavardage, dans le livre de Frédéric Laloux. Il présente différents types d'organisations, dont des organisations publiques, privées à but non lucratif, coopératives, des organisations dans différents secteurs, en santé. Donc, ça peut se faire dans tout type d'organisation et dans toute industrie. C'est pour ça qu'on a pris 3 exemples comme ceux-là. C'est justement pour dire que ça peut se faire. Ça prend, par contre, des personnes qui ont cette envie. Il faut vraiment avoir l'envie de le faire. Il y a une envie. Il faut qu'une personne commence par avoir l'envie et qu'elle soit capable de contaminer les autres. Et si plus qu'une personne en même temps a envie, c'est encore mieux. Alors, je pense que c'est l'exemple de Dominique dans une industrie de métallurgie ou de métal et la preuve qu'on peut le faire dans tout type d'organisation. Et ça, je trouve ça vraiment enivrant comme On pourrait même penser dans des ministères. Bien, écoutez, on en a parlé déjà dans certains ministères. Pourquoi pas? C'est la question qui me fait plus... Oui. J'ai envie de rajouter
que c'est pas obligé d'être les dirigeants ou les personnes qui ont un statut hiérarchique qui implantent des pratiques de ce genre-là. Puis si je peux faire une petite plug, là, il y a un livre, Le leadership horizontal de Samantha Slade, qui est membre de Percolab, une autre coop dans ce genre. Je pense que Denis est là aujourd'hui, mais on démontre beaucoup des pratiques dans différents aspects de l'organisation qui peuvent être mises en œuvre par n'importe qui dans l'entreprise ou dans le ministère ou dans n'importe quel département, qui amènent de la responsabilité, de l'autonomie, de la gestion aussi transparente ou participative. Donc, si vous êtes intéressé par ça, il y a vraiment vous n'êtes pas obligé d'être un directeur ou quelqu'un qui a du pouvoir là, hiérarchique dans votre organisation. Vous pouvez mettre en place des pratiques comme ça. Super, merci. Prochaine question, Luc. En fait, une question qui est venue de Marie-Ève et d'André, une question qui est revenue plusieurs fois. Par rapport au contexte actuel du télétravail, est-ce que par rapport à la plénitude d'arriver dans l'autogestion, est-ce que c'est un obstacle? Comment ça se joue là, en étant vraiment dans le télétravail? Question, je te refile, Luc. Ben, c'est une très bonne question. Dominique, Alice, Jessica, ça a eu quoi comme impact, vous? Ben, moi, si je peux me lancer, je trouve que la pandémie a comme accéléré, je trouve, notre transition vers l'opalité, justement, parce que le fait d'être à distance, bon, c'est sûr que ça pourrait être un obstacle, mais vu qu'on venait de faire notre formation de communication non violente, puis on était en train d'installer quelque chose, on dirait qu'on s'est comme créé une cellule, on se retrouvait tout le temps, on s'est plus vu entre collègues pendant la pandémie parce qu'on prenait le temps de discuter aussi de comment ça se passait chez nous, la pandémie, qu'est-ce que ça nous faisait et tout. Fait que tout le autour du travail dans la pandémie. Fait que je trouve que ça a créé comme une bulle puis ça nous a liés. Fait que ça, c'est une part. Puis pour ce qui est tu sais, quand on a déjà la confiance puis on a une autonomie dans l'exécution de notre travail, bien, de le faire au bureau ou à la maison, c'est pareil. Tu sais, on veut arriver à des résultats, on veut en être fier. Fait qu'on c'est ça. Puis on sait que les autres, avec les technologies, on sait que les autres vont pouvoir répondre à nos questions, à nos demandes d'avis aussi. Là. Fait que pour moi, en tout cas, ça n'a pas changé grand-chose. Je verrais même ça d'un œil positif, là, quasiment. Rien à ajouter, c'est ça. Wow, c'est vraiment intéressant. Jessica, toi? Bien, chez nous, on travaillait déjà beaucoup en télétravail. Tout le monde, bien, en fait, dans notre travail à l'interne, là, quand on a des rencontres, entre autres, avec les autres membres de Codopal, c'est sûr que pour certaines personnes qui avaient des mandats dans des organisations, là, ils ont dû s'adapter sur la façon d'accompagner des organisations, de coacher, par exemple, en virtuel, c'est différent. Ce que ça a apporté plus, non pas juste le télétravail, mais l'aspect de la pandémie, je pense que ça a soulevé chez certaines personnes, ça a ramené des besoins qui étaient peut-être moins conscients ou, par exemple, sur le rythme de travail qu'on a dans nos vies. Donc, pour nous, à l'interne, ça a offert certaines prises de conscience, mais aussi, je pense qu'on a envie de transposer ça dans l'accompagnement qu'on a chez les organisations, de dire comment vous pouvez profiter ou en tout cas bénéficier d'un ralentissement ou de ce temps d'arrêt qui est obligé, là, mais qui peut... qu'est-ce que ça peut apporter? Essayer de tourner ça de façon positive. Qu'est-ce que ça peut apporter dans les organisations? De se recentrer sur ce qui est important, en fait. Ce que je comprends, c'est que la pandémie devrait ou pourrait être un moyen d'accélérer le passage de plusieurs organisations vers une vision avec moins de souffrance, plus d'émancipation à travers libéré ou opale. J'ai vraiment cette impression-là. Ah oui. Félix, d'autres questions? J'ai deux questions là, bien concrètes. Là. On arrive dans des questions de plus en plus pointues. En fait, en lien avec cela, Luc, au niveau des communications, c'est quoi les outils de communication qui peuvent servir? Parce qu'on dit, bon, petite organisation, mais quand on tombe dans des organisations là, avec un nombre important d'employés, on dit, puis la différence entre autogéré, autogouvernance, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a nécessairement pas de hiérarchie? Donc, comment se fait la coordination, tout ça?
Question à ce niveau-là. Plusieurs Bonne personnes. question. Donc, Dominique, moi, je vois, peut-être que je l'enverrai vers toi. Dominique, comme deux questions. Hein. Communication, Oui. puis après, comment concrètement ça se fait, l'autogouvernance? La communication, c'est sûr que nous autres, là, les outils de communication consciente, tout ça, on y pense. Là. C'est pas évident dans une shop de prendre le temps là, de former 75 personnes avec ça. Là. Mais un élément qu'on a de communication, je pense, c'est de rendre l'information accessible le plus possible en tout temps. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Des tableaux qui parlent des priorités, toutes les communications par rapport aux décisions, pourquoi tel client, pas tel client. Tout le monde, à peu près, sait où qu'on s'en va, qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'on fait des choix avec ça, puis pas avec ça. Fait que ce que ça fait, c'est que si on avait pris l'orientation plus comment tu te sens là-dedans, dans mon contexte à moi, ça marcherait moins bien. Dans le fond, nous autres, ce qu'il faut, c'est qu'on responsabilise puis qu'on fasse que ça soit participatif en donnant accès aux vrais chiffres, aux sous, à notre échelle salariale, à pourquoi tel élément est comme ça. Tout ça fait qu'on embarque puis que ça tait aussi les rumeurs. Souvent, dans les usines, il y a ça. Hein, c'est comme dans un petit village. Là. Ah, ça a de l'air qu'il y a telle affaire, ça a de l'air que... Mais ça fait taire tout ça. Parce que c'est, dans le fond, de mettre en lumière la vérité, les faits, fait taire énormément de choses, calme la grogne, puis mobilise énormément. Pour ce qui est de la hiérarchie, ça a été très schizophrénant, là, cet aspect-là chez nous, parce que là, on enlève les types, là, finalement, on peut prendre des décisions. On a beaucoup vécu de choses, là, on arrive à notre 4e année, là, fait qu'on a vécu beaucoup d'éléments. Mais on se rend compte que le besoin de leadership demeure. Mais dans le fond, il est reconnu. C'est pas une élection, là, mais il est reconnu. Là, moi, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, les gens venaient toujours me voir pour dire là, je peux arrêter telle décision, mais ça a-tu rapport avec l'entreprise? C'est-tu? Finalement, je suis comme devenu un peu ce que Lalou appelle la source là, dans l'entreprise. Les gens ils viennent me voir pour dire là, moi, je ferais ça, là, ça a-tu rapport avec où qu'on s'en va? Ben, sais-tu, on y pense, on check ça ensemble. Fait que de plus en plus, on se rend compte que là, on a beaucoup de systèmes comme ça où ce que les gens, c'est nos vieux sages là, qui viennent un peu réorienter le tir dans certaines choses. On a des chefs d'équipe aussi qui sont plus à l'aise de comprendre le regard macro, puis mobiliser les gens par rapport à ça. Bien, merci beaucoup pour ta réponse, Dominique. Et merci beaucoup, Jessica, Alice et Dominique, pour vos interventions. C'est très, très riche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, bien que je vous connaissais, que j'en avais entendu parler, j'ai encore appris des choses à discuter 1 heure avec vous. Donc, je suis vraiment très content. Je vais remettre la parole à Félix pour finaliser cette rencontre. On est quasiment dans le temps, Félix. Eh oui, j'aurais quasiment eu une temps pour une dernière question, là, mais j'hésite. OK, on y va. Une dernière question? Ah, allons-y. C'est une question là, qui revient souvent, puis c'est des fois, je pense que c'est peut-être une dernière étape là, dans le processus. Je ne sais pas où vous savez, c'est tout le temps délicat, la question de l'argent. Comment se décident les salaires quand on arrive à une transparence complète? Je ne sais pas s'il y en a qui sont rendus là. Comment ça... La question de l'argent, hein, c'est tant délicat. Ouais. Je pense que Dominique et Jessica l'ont un peu abordé. Est-ce que vous pouvez peut-être le dire d'une autre façon qui rend ça concret pour les gens? Parce que c'est vrai que même pour moi, c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous touche là, foncièrement. Ouais. Mais ce que je pourrais rajouter sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée de... Je pense qu'il faut sortir. En tout cas, moi, ça m'a amené à sortir de ma conception de l'argent, en fait, de qu'est-ce que vaut 1 heure de travail ou combien chaque personne devrait recevoir. Puis, moi, ça m'a amené à une approche très responsabilisante de qu'est-ce que moi j'ai besoin ou c'est quoi la valeur que moi je considère qui est là dans ce que j'apporte. Je sais que, tu sais, chez nous, c'est ça, je parlais de mandat collectif, là, ça, c'est dans la façon très ponctuelle. C'est-à-dire que si on a un mandat, un travail avec une organisation, on travaille ensemble, là, on va utiliser la méthode de rémunération consciente, mais sinon, chaque personne, quand on facture des clients, on décide de notre salaire horaire, par exemple. Mais je sais qu'il y a des organisations qui déterminent le salaire, par exemple, s'ils travaillent par exemple, partout au Canada, bien, selon
les conditions de vie, selon Mhm. la nécessité ou selon si la personne a des enfants ou vit toute seule dans un appartement. C'est quoi les besoins? Il y a une façon de discuter de l'argent qui va encore plus loin là, que ce que nous, on fait sur est-ce qu'on devrait rémunérer les personnes selon leurs besoins plutôt que selon un critère là, social, je dirais. Mhm. Okay. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours touché, évidemment. Dominique? Ben, on part toujours d'où on est rendu. Hein. On est dans une shop de métal. En 2016, il y avait eu l'effort de développer une échelle salariale concurrentielle avec le marché. On est parti de là. On est parti de là parce que, dans le fond, elle était quand même saine, puis elle prenait en compte la formation, la charge, les contraintes physiques, l'effort, beaucoup de choses comme ça, selon les postes. Donc, on est parti de là. Il y avait 10 paliers. Là, on est rendu qu'on a peut-être plus 5. Là. Fait qu'on dans le fond, le haut a augmenté, puis le bas a descendu un peu. Là. Fait que là, c'est un petit peu plus harmonisé. Mais n'empêche que c'est vrai qu'il y a des gens qui ils ont des situations plus stressantes, plus exigeantes que d'autres. Puis on est en train de développer une sorte de grille d'auto-évaluation qui est liée au travail réel des gens. Puis là, on a fait tout on l'a développé avec chaque équipe, chaque département. Mhm. Les gens s'auto-évaluent puis ils se font challenger par 2 pairs en qui ils ont confiance dans l'équipe. De toute façon, on a la discussion courageuse autour de ça. C'est toujours touché, mais c'est vraiment sain. Là. C'est vraiment le fun. Je sors de là, je suis brûlé, mais je suis vraiment content. Fait qu'à c'est ça, ça me permet en même temps de connaître tout le monde parce que j'ai fait ça 3 ans de temps avec tout le monde. Fait que dans le fond, ça fait des discussions des fois d'1 heure avec chacun. Mais je suis vraiment content parce que les gens, après ça, ils comprennent mieux pourquoi ils gagnent ça, pas ça, tel élément. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter? Qu'est-ce qui vaut cher pour l'entreprise aussi? Qu'est-ce que j'intègre dans mon développement? Si ça intéresse du monde, à un moment donné, je pourrais lui montrer un peu comment on harmonisait ça avec notre échelle salariale, ça va me faire plaisir. Puis ce qu'on a fait cette année, vu que là, les finances sont vraiment plus saines, qu'on a tout stabilisé, qu'on est pour vrai, là, présentement, ça torche. Là. Fait que, dans le fond, le partage du profit est maintenant une chose actuelle, réelle, qui va arriver avec tous les gens qui ont 3 ans et plus d'expérience chez PMB. On a isolé une chunk du profit net qui reste, puis on va le séparer par égal à tout le monde. Qui sont dans ce critère-là. Fait que dans le fond, si tu es sableur, tu gagnes peut-être un peu moins, mais ça va faire une méchante différence à la fin de l'année quand tu vas avoir une coupe de 1000 de plus sur ta paye. Fait que dans le fond, ce que ça fait, en plus, ça fait la rétention, c'est encourageant, ça fait que des fois, ça lui donne un cash qu'ils n'ont jamais eu pour mettre sur un REER. Fait que moi, ça, là, c'était une énorme étape. Steve, ça a été un bon squeeze pour lui aussi. Là. C'est quand même c'est pogné le portefeuille est pogné sur le cordon du cœur souvent pour tout le monde. Là. Mais il y a eu jusque-là, il est allé jusqu'où tu es prêt à aller, Steve. Là, tu t'en vas au Winnebago. Là, moi, je te dis, je suis un dangereux. On a dit qu'on allait faire ça, puis là, tu es parti, puis on fait notre plus grosse année à vie. Fait que là, dis-moi ton niveau d'aisance avec ça, là, puis c'est là que je m'en vais. Là. Fait qu'il a dit correct. Fait que là, on l'a établi, cette règle-là, puis tout le monde avait la gueule à terre. C'était assez capoté. C'est génial. Merci beaucoup pour tes témoignages. Ça fait plaisir. Ben, merci. Merci, Luc. Merci à ton panel. Ben, quel merveilleux panel on a bon eu. Commentaire. Là, c'est vraiment, on est vraiment heureux de notre événement. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vous fais une petite annonce de la prochaine activité de la série Innovation le 17 novembre. Donc, sur un autre sujet, patrimoine religieux et économie sociale. Donc, dans le cadre du mois de l'économie sociale, les églises, les couvents, des monastères, des terres, etc., qui sont propriétés de communautés religieuses, comment ça peut être repris sur la forme économie sociale pour préserver tout ce patrimoine. On vous remercie. Il y a tout le mois de l'économie sociale qui s'en vient du 1er au 30 novembre. On sort ça 20 octobre, toute notre programmation. Donc, plein d'autres activités en ligne disponibles. Merci à vous tous. Luc, un mot de la fin? Merci beaucoup. C'est très enrichissant. Puis j'espère que vous allez donner... Je crois que ce que vous nous avez mentionné aujourd'hui va vraiment donner un petit
coup de plus pour que les gens décident d'aller vers des pratiques qui limitent la souffrance, favorisent l'émancipation. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin dans notre société, surtout en ces moments difficiles. Donc, merci beaucoup tout le monde.